En 2020, le monde des affaires traverse l'une des plus grosses crises de son histoire. Tonight, the nation is on a war footing. À cette époque, Bernard Arnault vient de devenir l'homme le plus riche du monde. Il sait que dans cette lutte à distance avec les milliardaires d'Internet, il doit continuer à flairer les opportunités et comme n'importe quel financier, il sait que les crises sont le moment parfait pour profiter de proies. Et quoi de mieux que Tiffany & Co, l'emblématique bijoutier new-yorkais. Sauf que voilà, malgré son immense fortune, il ne compte pas débourser les 16 milliards de sa poche et va donc réaliser le plus gros braquage de sa carrière. L'acquisition de Tiffany & Co va se faire grâce à l'argent public de la Banque Centrale Européenne qui ira même jusqu'à verser de l'argent à Bernard Arnault pour le rachat de Tiffany & Co. Alors, comment expliquer cette situation lunaire? Que s'est-il passé et pourquoi toi, pour ton appartement, tu n'as pas eu droit à ce type de prêt? Aujourd'hui, on va essayer de faire la lumière sur ce braquage légal le plus rentable de la dernière décennie et répondre à ces questions qui restent d'actualité à l'heure où sa société LVMH est interrogée pour des aides publiques qu'elle aurait touchées. Déjà, j'aimerais qu'on parle d'un point qu'on évoque le plus souvent dans ce genre d'histoire. Le fait que pour bénéficier de cette incroyable opportunité, Bernard Arnault aurait arrosé ou soudoyé des entités publiques. On aimerait tous penser que ce monde des grands propriétaires serait beaucoup plus mafieux, beaucoup plus sale, beaucoup plus agressif de ce qu'il est véritablement. Mais il faut bien comprendre que l'opération qui a eu lieu est tout à fait légale et témoigne clairement d'un homme qui a compris à la fois le cadre et les règles du jeu dans lequel il évolue. On ne parle pas d'un mafieux qui essayerait de corrompre des entités ou des personnes avec des pots de vin, non. Et en fait, c'est assez difficile de critiquer le mouvement financier que Bernard Arnault a réalisé, car si demain vous allez voir votre banquier pour lui demander un prêt pour acheter la villa de vos rêves sur les bords de la Méditerranée et que ce même banquier de BNP Paribas, mettons, vous propose non pas de vous financer les 1 million d'euros qui nécessiteront à l'achat, mais également de vous verser tous les mois 1000 euros pour vous remercier d'avoir emprunté, ça serait avec grande classe que vous accepteriez bien évidemment ce prêt qu'on vous tendrait. Donc pour moi, il faut dézoomer un peu pour avoir un regard plus général. Je trouve que l'explication de la corruption ou de l'influence que Bernard Arnault exercerait est somme toute très mauvaise. Oui, parfois des comportements mafieux existent au sein d'entités, évidemment, comme l'histoire des billets dans des mallettes retrouvés au Parlement européen, mais si on regarde d'un point de vue plus systémique, non. Et pour bien le comprendre, il faut qu'on revienne non pas en novembre 2019, date à laquelle LVMH a annoncé le rachat de Tiffany & Co, mais au début d'une période un peu particulière, celle du quantitative easing, en 2008. À cette époque, la Banque centrale craint pour l'avenir de l'Europe et veut à tout prix soutenir les pays de la zone euro pour éviter toute implosion sociale à la suite de la crise des subprimes. Cet événement avait laissé des traces et malgré le renflouement de certains établissements, les banquiers ne veulent pas subir une nouvelle crise sociale. Donc pour soutenir les politiques budgétaires des États, la Banque centrale va leur prêter de l'argent, disons-le, de manière philanthropique. Le taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'argent, est négatif. Autrement dit, les gouvernements sont payés pour s'endetter. C'est littéralement le monde à l'envers. Et pour bien visualiser la chose, on pourrait imaginer, je ne sais pas, par exemple, un ministre des Finances, au hasard Bruno Le Maire, mettons, qui a le choix entre soit d'un côté faire des réformes en coupant dans les aides et en s'attirant tout un tas d'emmerdes, soit de l'autre, vivre sa Dolce Vita, pouvoir continuer à écrire des livres, tout en recevant des sacs d'argent gratuits. Bon, une personne rationnelle, bien évidemment, choisira la deuxième option. Alors pourquoi un tel cadeau? D'un point de vue rationnel et économique, on pourrait mettre en avant la faible croissance que nous avons connue durant cette période. Mais si on est honnête, il s'agit surtout de personnes qui ont été pris par la débauche et ont décidé de croire à l'illusion que les taux négatifs associés à l'argent magique leur permettrait à eux d'avoir une incroyable popularité. Et c'est d'ailleurs ces personnes-là qui ont donné naissance à cette fameuse expression de l'argent magique. Mais aussi magique que cela puisse paraître, comment un individu comme Bernard Arnault, au travers d'une entité privée, a-t-il lui aussi pu bénéficier de ces largesses et surtout de cet argent magique qui était réservé pour le coup à des entités public. Ce qu'il est fondamental de comprendre, c'est que dans cette période tout à fait
inouïe, il y a eu une translation sur le crédit. C'est-à-dire que toute la chaîne de financement du crédit, de la dette, s'est décalée et soudainement des personnes qui étaient jusque-là inéligibles parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de revenus sont passées éligibles auprès des banques. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Et c'est pour ça que dans ces années-là, vous ou un membre de votre famille avez pu décrocher un prêt immobilier quasiment sans fournir de garantie. Mais attention, il y a un revers de la médaille avec des effets secondaires justement de cette politique monétaire. Parce qu'en procédant ainsi, vous permettez précisément à Bernard Arnault de racheter Tiffany & Co, non pas pour quelques milliards, mais pour 0. Je m'explique. Imaginez, lui n'achète pas des appartements avec 2% de rendement. Il rachète des entreprises. Il emprunte de l'argent à 1% pour prendre des sociétés qui, elles, vont générer des rendements à 5, 6, voire 7% par an. Et pour un financier comme lui, cette période est historique. Jamais son style de gestion d'entreprise n'avait trouvé un terrain aussi fertile. Alors quand l'occasion se présente de pouvoir racheter le plus grand bijoutier américain avec un flagship sur la 5e avenue, la plus grosse artère commerciale du monde, vous pensez bien qu'il ne va pas s'en priver. Et quel que soit le prix, puisque l'argent est gratuit. Ce qui découle logiquement de tout ça, c'est que si vous cumulez de l'argent gratuit avec l'achat d'entreprises rentables, vous augmentez considérablement votre richesse personnelle. Et c'est pour ça qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde, puisque son entreprise a connu une hausse en bourse stratosphérique. Et lorsqu'il a annoncé avec surprise le rachat de Tiffany & Co pour 16 milliards de dollars, l'opération a été jugée gargantuesque. Ce d'autant plus qu'il a annoncé qu'il voulait financer ça avec 6 milliards de dettes. Je ne sais pas si vous imaginez, mais pour rappel, le dernier achat en date de LVMH était la maison mère de Christian Dior pour 12 milliards. Mais c'était un deal un peu historique parce que c'était des rapprochements de holding. Mais si on regarde dans l'histoire de LVMH, la plupart des acquisitions se trouvaient autour des 3-4 milliards. Et donc ce rachat est 4 fois plus important, ce qui constitue bien une anomalie dans l'histoire même de LVMH. Bon, bien sûr, tout ça n'était pas une surprise pour Bernard Arnault, comme il l'explique dans cette conférence à Polytechnique en 2017. On assiste à des déséquilibres économiques tout à fait étonnants. De l'argent qui se déverse de manière incroyable, donné par les banques centrales, des taux d'intérêt. Nous, le groupe LVMH, on emprunte à des taux négatifs. C'est la première fois dans les affaires qu'on me dit, on va vous prêter de l'argent et en plus on va vous payer. C'est formidable. Donc, c'est la porte ouverte à toutes les imbécilités. Et je pense que il va y avoir des conséquences à un moment ou à un autre tout à fait sérieuses. Donc, il faut être prudent. En plus, il y a toutes les évolutions politiques, Brexit, etc., etc. Qu'est-ce que tout ça va donner? Mais tout le monde reste euphorique, les bourses sont euphoriques. Aux États-Unis, ça n'a jamais été aussi bien. Et donc, il faut être prudent. En bon entrepreneur financier qu'il est, il avait très bien compris la période magique dans laquelle on était. Et donc, lorsque l'opportunité de s'endetter entre 0% et 1% se présente, bien évidemment, qu'une personne comme lui va la saisir. Mais ce qui change tout dans cette affaire, c'est qu'il a eu encore mieux. Puisqu'il n'a pas eu à s'endetter auprès d'une banque classique, Banque Populaire, BNP Paribas ou Société Générale, non. Il a pu emprunter de l'argent public auprès de la Banque Centrale Européenne. Alors, comment cela a-t-il pu se produire? Je veux dire, tout ça, c'est facile de l'analyser maintenant, après coup, avec ces histoires de taux négatifs. C'est surréaliste. Bien sûr, lorsqu'on y pense 2 minutes maintenant, c'est complètement fou. Mais les entreprises, elles étaient sereines, elles étaient même ravies. À l'Assemblée Générale de LVMH en 2019, l'un des cadres financiers de l'entreprise a même évoqué ça à voix haute en expliquant que c'était formidable pour le business de LVMH puisque LVMH percevait des intérêts de la part de ses créanciers, chose inouïe dans l'histoire de l'entreprise. Sauf que avant de faire tout ça, Bernard Arnault savait qu'il jouait à un jeu dangereux. Car le jour où l'inflation referait surface, les taux grimperaient et la remontée serait épouvantable. Il fallait donc s'assurer d'emprunter de l'argent sans pour autant s'exposer à un risque de surendettement. Si vous empruntez 0% plus inflation et que demain l'inflation passe de -1 à plus 10%, comme ce qui s'est passé dans l'histoire, LVMH s'exposerait à un non-remboursement qui serait catastrophique pour la valeur du titre en bourse. Donc pour éviter ce scénario, disons-le, apocalyptique, Bernard Arnault a pu bénéficier d'un programme un peu particulier lancé
en 2016 par la Banque centrale, le CSPP pour Corporate Sector Purchase Program. Alors, on l'a vu juste avant que la Banque centrale avait ouvert les vannes, mais là, clairement, avec ce programme inédit dans l'histoire monétaire, le but est d'arroser directement les grandes entreprises. Alors officiellement, bien évidemment, les déclarations sont pour soutenir les petites PME locales, le tissu économique, pour que finalement le désengorgement au niveau des grosses banques qui finançaient les grandes entreprises puisse se réallouer au niveau des petites entreprises, des PME. Officieusement, c'est tout le contraire qui s'est passé, puisque les banques ont horreur du risque. Elles n'allaient pas en prendre davantage, elles ont préféré justement financer des opérations immobilières plutôt que de venir en aide à une trésorerie d'une petite entreprise locale de travaux publics. Et ça, Bernard Arnault le savait aussi, donc il voyait très bien que cette fenêtre-là n'allait pas durer. Et alors que les yeux du monde entier étaient rivés sur la Chine, qui luttait contre l'épidémie de coronavirus, LVMH a non pas levé les 6 milliards de dollars annoncés, mais 10,3 milliards de dollars. Oui, là, clairement, on s'emmerde plus. Pourquoi se priver de mettre la main dans le pot de confiture? Autant augmenter de 70% le montant d'argent qu'on va emprunter, puisque de toute manière, cet argent est gratuit. On est payé pour le faire. Ce qui est bien sûr inimaginable sur une période normale. Mais là où c'est encore plus incroyable, c'est que Bernard Arnault va scinder cette dette en 5 parties, 5 échéances qui vont s'étaler sur des périodes allant de 2 à 11 ans. Et le plus délirant dans cette histoire, c'est que 2 des 5 tranches ont été financées à des taux négatifs, c'est-à-dire que les gens ont payé LVMH. Et même les tranches les plus éloignées, les plus risquées, ont été financées à des taux de 0,43%, soit rien du tout. Si on regarde aujourd'hui, c'est juste délirant la différence du taux et du coût de financement pour les entreprises. À titre de comparaison, si on regarde aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même monde. On s'en rend bien compte avec les chiffres. C'est vraiment ridicule. Même votre livret A était plus risqué que d'acheter de la dette bancaire de LVMH. Alors, obtenir un tel cadeau pour une entreprise aussi grande et aussi puissante que LVMH, c'est juste inouï. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon financier recevoir un free lunch. Alors, est-ce que l'homme le plus riche de France avait besoin de ça? Sûrement pas, mais avec ce braquage monumental, en tout cas, il a permis d'accroître un peu plus son patrimoine personnel. Mais maintenant, posez-vous la question. Avez-vous, vous aussi, été les gagnants de cette période? Et la réponse est bien évidemment non, puisqu'il vous était impossible de bénéficier de ce type de prêt. Alors oui, certains ont pu bénéficier de prêts immobiliers pour acheter 1, 2, 3 appartements de plus. Mais en vrai, c'est ceux qui avaient déjà du capital qui ont pu se permettre ça. Puisque sur cette période, les prix de l'immobilier ont littéralement explosé. Et disons-le, bien que l'immobilier soit une source de revenus, détenir des appartements reste une compétition de petits joueurs. Car les vrais et les grands de ce monde ne sont plus dans cette catégorie. Ils évoluent dans des sphères où c'est eux qui fixent les prix. Ils n'utilisent pas des dettes astronomiques pour acheter de la pierre, non. Ils utilisent la dette pour acheter du capital bien plus productif, comme des restaurants ou des bijoutiers centenaires. C'est d'ailleurs toute l'histoire d'un Patrick Drahi, qui toute sa vie a acheté non pas avec son argent mais avec de la dette, des unités de cash flow. Il faut bien comprendre une chose, nous sommes dans un système capitaliste. Il existe des règles du jeu qui imposent un cadre. Comprendre ce cadre, c'est avoir une anticipation de ce qui va se passer. Et qu'importe que vous trouviez ça moralement bon ou mauvais, puisque c'est tout à fait possible de naviguer de manière intelligente dans ce cadre. Et il faut vraiment avoir en tête que la finance est au cœur du fondement économique de nos sociétés. Et si vous ne vous efforcez pas à comprendre ce modèle, vous en serez les perdants. Moralité, ce genre de free lunch, vous n'y aurez quasiment jamais accès. Mais vous aurez la possibilité à l'avenir de pouvoir au moins goûter les miettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. Ciao, à la prochaine.